stagiaires en balade. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de Floraison, dans un format un peu plus court que d'habitude. Nous sommes en expédition, un nouveau format audio. Les stagiaires en balade. Les stagiaires en balade, nous explorons sur le terrain les actualités que nous commentons. Alors pour la balade d'aujourd'hui, on s'est dit qu'on irait bien faire un tour au tribunal de grande instance du 16e arrondissement de Paris. Nous sommes le 11 septembre 2019, 8 activistes plus une personne sont jugés pour vol en réunion avec ruse d'un portrait d'Emmanuel Macron d'une valeur de 8,70 €. Nous sommes donc allés à la rencontre de Vincent Verza de la chaîne Partager, c'est sympa. Bonjour Vincent. Bonjour Lorenzo. Bonjour Vincent. Bonjour Maël. Bonjour Vincent. Bonjour Hugo. Alors, comment te sens-tu après cette confrontation avec les agents judiciaires de l'État ? Putain, mais j'ai l'impression que c'est une autre planète, sérieux. Genre, il y avait les échanges qu'on peut avoir avec un procureur de la République sur des trucs absurdes. Alors que n'importe quelle personne de bon sens dirait « Ah bah oui, non, c'est bon, j'ai compris ». Et lui, il va dire « Mais est-ce que quand même, ce serait pas un peu un truc plus tordu que ça, ce que vous essayez de faire ?» Moi, j'étais là « Mais non, mais c'est mon travail ». Il disait « Mais en vrai, vous n'avez aucune idée si mettre votre visage ou non augmente le nombre de vues de vos vidéos ?» Je suis là « Mais vous avez aucune idée de quoi vous parlez ?» Et bah le problème c'est que c'est ce gars-là qui est en position actuellement de dire non bah t'es coupable et tu vas payer 1 000 € et tu as 500 € de sursis au-dessus de ta tête et t'es un activiste comme tous les autres. La police me reproche d'être complice d'un vol en réunion, le vol étant le décrochage du portrait d'Emmanuel Macron dans la mairie du 5e arrondissement de Paris le 21 février dernier. Alors même que toute ma défense a été à la fois même en garde à vue. J'ai fait un truc risqué qui est de déclarer en garde à vue. Normalement on recommande aux gens de dire j'ai rien à déclarer, c'est plus safe et de tout régler au procès. Mais moi j'ai déclaré en garde à vue que j'étais là en train d'accomplir ma mission d'information. J'ai même eu une lettre de mission, un ordre de mission de Mediapart qui justifie que j'étais là vraiment dans une position de capturer ce qui se passait. Et rien à foutre quoi. Vraiment la justice a plus peur d'attaquer des personnes qui ont une position de journalistes indépendants. Surtout les journalistes de terrain, c'est ce qu'on voit ces derniers temps. Et du coup, pourquoi tu as déclaré des choses ? Pourquoi tu as décidé de collaborer avec la police ? Tu pensais qu'ils allaient être de ton côté d'une certaine façon ? On voit qu'à ce procès-là, ça a été vraiment pas un mauvais choix pour moi de déclarer en garde à vue, parce que c'est un des éléments qui a rendu un peu ridicule le procureur. Parce qu'il a dit on découvre au procès que monsieur aurait fait un photomontage, super, pourquoi il l'a pas dit en garde à vue ? Donc là, ça m'a servi d'avoir dit en garde à vue un certain nombre de choses. Et effectivement montrer que la police n'avait pas fait son travail, ne m'avait pas posé de questions sur ce photomontage. Si j'ai pu déclarer en garde à vue, c'est parce qu'une défense avait été déjà construite avec un avocat et que les mots étaient extrêmement précis et choisis. Et c'est le seul contexte dans lequel je pense qu'il faut déclarer en garde à vue. Et du coup, l'action pour laquelle les 8 autres activistes ont été jugés en même temps que toi, donc c'était de décrocher un portrait de Macron. Quel était l'objectif de cette action ? L'objectif de cette action, c'est réalisé aujourd'hui. C'est-à-dire que là, vous avez eu des dizaines de télés, des journaux, des radios qui sont venus demander aux activistes pourquoi ils avaient désobéi, pourquoi ils étaient devant la justice. Et c'était le moment pour eux d'expliquer que le gouvernement est en train de décrocher totalement, de nous amener vers une trajectoire où on crève tous sur cette planète, tout en racontant aux gens que tout va bien, Madame la Marquise. Donc en fait, l'objectif de cette action est de créer un événement médiatique qui permet après ça de dérouler un discours dans la perspective que ce discours n'est pas encore suffisamment présent au sein de la population en France. On a une question qui n'a plus rien à voir du coup. L'État peut-il vraiment être anticapitaliste ? Wouah, la transition les gars. On a bossé. Si je m'en tiens à ce que peut me raconter l'école du chat noir, qui est une petite chaîne YouTube que je vous recommande, non, l'État ne peut pas être anticapitaliste. Moi je suis assez convaincu aussi que la structure de l'État, de toute façon quand on parle d'un mot, il faut le prendre dans le contexte actuel. Et l'État actuellement, il est effectivement au service d'une production principalement économique, avec des milliards et des milliards de portes d'entrée ultra faciles pour tous les lobbies industriels et beaucoup moins de portes d'entrée pour les citoyens comme nous. Donc oui, actuellement l'État est complètement, et les citoyennes comme nous. Et l'État est effectivement actuellement un outil indispensable et extrêmement pratique d'un capitalisme qui ravage la planète actuellement. Et du coup, est-ce que tu penses que sans se sentir menacé, en fait, il va prendre en compte ce que vous demandez, ou juste en fait, il va juste essayer de temporiser? En quoi vous gênez cette reproduction du capitalisme? Par le décrochage du portrait.
Par le décrochage de portraits. Je pense qu'il n'y a aucun décrocheur de portraits qui considère que c'est par leur action que le gouvernement va agir. On n'est pas naïf à ce point-là. Moi-même, j'ai pas fait de décrochage, hein, mais je dis on parce que je crois comprendre comment résonne le truc. Mais par contre, non, clairement, l'enjeu là, ici, il n'est pas avec l'État, il est avec la population. Il est sur la bataille des idées. Parce que vraiment, pendant le G7, Macron a dit « J'ai changé, j'ai tout compris, d'ailleurs, tout va bien, on fait ce qu'il faut ». Et du coup, c'est important de rappeler comment et pourquoi il ne fait pas ce qu'il faut. Alors, en s'appuyant sur la science aussi. Justement, là tu parles encore de Macron, les portraits c'était ceux d'Emmanuel Macron, et en fait, par toutes ces actions, vous personnalisez l'ennemi, en tout cas le problème, et en fait, est-ce que ça contribuerait pas à invisibiliser les causes structurelles de l'écocide en cours ? Je suis complètement d'accord que ça pourrait être n'importe qui à la place de Macron. Qu'il est un outil infusible, même je pense vraiment c'est infusible. Maintenant, je pense qu'il faut toujours qu'on parte de là où on en est actuellement, et on est dans une 5e République qui a extrêmement centralisé les pouvoirs dans les mains de notre président et de personne d'autre. Et que pour la majorité de la population, on l'a bien vu, le seul moment réellement politique de notre pays, c'est les élections présidentielles, et il ne se joue pas sur les idées, il se joue sur les gens. Donc actuellement, en termes de stratégie de com, parce que ça c'est vraiment une mobilisation à visée médiatique, ça me semble pas déconnant de mettre l'accent sur le personnage de l'État. Bien choisir sa cible, c'est important quand on lutte. Les portraits, c'est une cible très accessible. Par contre, est-elle vraiment importante pour l'économie ? Est-ce que vous avez vraiment fait mal au système ? Est-ce que c'est une cible critique ? Non. Aucune de ces points sont tickés avec cette action-là. Mais c'est du coup un des trucs importants dans le choix d'une action, c'est quel est l'objectif. Et là, l'objectif n'est pas de faire mal au système, mais d'être sur un plan de ce qu'on pourrait appeler la bataille culturelle, à savoir que pensent les gens au moment où ils sont maintenant. Et effectivement, d'autres gens, comme peut-être vous avec Floraison, comme peut-être moi avec la vidéo Effondrement, on prend les gens. Une fois que ce travail-là a été fait grand public, nous on prend les gens qui sont déjà passés un petit peu plus loin et cherchent des infos supplémentaires sur comment agir. Et là on peut leur proposer des modes d'action qu'ils n'auraient peut-être pas été prêts à entendre s'ils n'avaient pas compris qu'on allait vraiment dans le mur. Et voilà, nous on essaie de penser de façon radicale, et du coup c'est de dire que la solution n'arrivera pas quand on aura convaincu toute la population, que c'est pas un travail d'éducation, que c'est un travail de rapport de pouvoir. En tant qu'écologiste, on essaie de penser, quand on réfléchit à une action, qu'on planifie une action, est-ce que c'est bon pour les arbres, est-ce que c'est bon pour les saumons ? Et du coup sur ces portraits on se pose vraiment la question, est-ce que de ce qu'on a vu de l'audience, on a l'impression que tout ça participe à un renforcement de l'État et de l'appareil judiciaire en réalité, dans lesquels le citoyen aurait sa place ? Est-ce que cette action renforce l'État et l'appareil judiciaire ? Je pense pas. Je pense que l'État est très fort et que les actions qui ont eu lieu ici ne protègent ni les saumons, ni ne réduisent les émissions de CO2, ni ne contribuent à réellement remporter la bataille. Ce qui se joue là actuellement, c'est vraiment une question d'idée. Et effectivement, si on juge cette action sur la base de sa capacité ou non à mettre à terre l'État et son appareil oppressif ou son appareil productiviste, là effectivement l'action elle remplit pas ces objectifs là, mais c'est pas son objectif, encore une fois. Je pense que les actions que tu décris qui permettraient de protéger les saumons, qui permettraient de réduire les émissions de CO2, qui permettraient par exemple que les navires de croisière dont les écologistes sont choqués d'apprendre qu'ils polluent autant que toutes les voitures présentes en Europe, d'empêcher que ces bateaux naviguent, ça ce serait une action politique directe qui irait réellement répondre à un problème. Et je pense que l'action qui a eu lieu là et tout cet appareil judiciaire et toute l'attrait médiatique qu'il y a autour, ça non plus, c'est pas automatique. Il y a beaucoup de médias qui vont parler de ces décrochages, mais je suis convaincu qu'ils parleraient aussi énormément d'actions politiques directes qui mettraient réellement un terme à certaines activités destructrices de l'environnement. Et je pense que ça, il faut qu'on continue à pousser, et nous, Partager Sympa, on pousse à mort pour qu'il se passe vraiment des actions comme ça. Tout en ayant conscience, effectivement, tu l'as remarqué, que c'est extrêmement facile de faire une action de décrochage, n'importe qui peut le faire. Là où c'est peut-être plus difficile de savoir comment empêcher un moteur de gigantesques bateaux de fonctionner. Justement, peut-être qu'on peut repasser sur nos ressentis, parce qu'on a aussi participé à ton procès et au procès des 8 autres décrocheurs. Et c'est vraiment ça, nous, l'impression qu'on a eue, c'était un
un procès bourgeois, d'écolos bien blancs, qui faisaient des actions bien non violentes et qui étaient totalement pas solidaires avec deux choses. Tout d'abord, il n'y a eu pas du tout la prise en compte du vivant, c'était que on est contre le dérèglement climatique, le CO2 et l'espèce humaine est en danger. Oui, en fait, l'ensemble des espèces et l'ensemble du vivant en général. Et une deuxième chose aussi qui nous a particulièrement choqués, c'est la non-solidarité avec d'autres modes d'action. Et il y a eu beaucoup de fois dit désobéissance civile, non-violence, etc. Et en fait, ça fait cloisonner. Regardez mes clients, ça se voit. Voilà. Et nous, on est à visage découvert. Voilà. Oui, mais en fait, ça veut dire que si tu dis ça, t'es pas solidaire avec l'ensemble des écolos et même des gens qui passent devant les procès. Ouais. Ben, moi, je suis convaincu je suis convaincu qu'un des gros enjeux, c'est réussir à être solidaire de toutes les luttes. Et maintenant, enfin, vous faites aussi sur le blog Floraison, un accent est mis sur l'aspect de la sécurité, et se protéger, et d'être conscient qu'il y a un appareil répressif qui existe. On est là dans ce procès au cœur de l'appareil répressif. Du coup, ce n'est pas l'espace, je pense, en tout cas je trouverais ça super ambitieux, que ce soit l'espace pour être parfaitement aligné avec ses valeurs. Moi par exemple, j'ai essayé d'utiliser le système judiciaire et ses contraintes, à savoir démontrer la preuve matérielle d'une complicité dans un vol en réunion, pour que le juge ne puisse pas me condamner. Parce que je sais, ils l'ont dit, le procureur l'a dit, que ce qu'ils ont envie de faire, c'est me condamner pour mes idées. Ils ont envie de me condamner pour avoir exprimé mon soutien et pour être en capacité de donner envie à d'autres de passer à l'action pour le climat. Donc une fois que ça c'est clair, et que tu as compris que tu es au cœur de l'appareil répressif et que leur objectif est de te détruire, je trouverais pas ça très malin de se dire c'est l'occasion de montrer ma solidarité avec toutes les luttes et c'est l'occasion d'aller expliquer des concepts plus compliqués déjà que celui de la simple addition des éléments de gaz à effet de serre sur lequel l'État s'est engagé et qui justifie assez facilement le fait qu'on décroche Macron parce qu'il décroche de ses objectifs. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des éléments qui sont indispensables et dont on parle d'ailleurs dans nos vidéos et un parallèle qu'il faut faire, mais je pense pas que c'était au tribunal qu'il faille le faire. Je pense qu'il faut le faire partout ailleurs, mais pas dans une audience de tribunal. Bah, merci beaucoup Vincent, tu vas faire la fête ? Non, pas trop, je vais essayer de manger et débriefer avec mes proches. Mais il y a une soirée qui est organisée pour te soutenir ? Oui, bien sûr, il y a une fête qui est organisée pour témoigner le soutien que les gens ont pu vouloir nous exprimer le matin et que c'était compliqué parce qu'il y avait la police. Et là, ils vont pouvoir le faire plus sereinement avec des bières à la base. Bah, merci beaucoup, bonne chance. Merci à vous et continuez votre travail, il est extrêmement important. Pour compléter cette balade au tribunal de grande instance de Paris, on peut peut-être ajouter quelques commentaires. Tout d'abord, on tient à rappeler notre soutien aux activistes écologistes, qu'ils et elles utilisent des tactiques pacifistes ou non, si l'objectif est l'arrêt de l'écocide en cours. Solidarité donc avec les personnes qui décrochent des portraits, avec les personnes qui désobéissent pour sauver la planète de façon non violente ou non violente. Mais si nous sommes solidaires, nous sommes aussi critiques. Le décrochage de portraits est une action symbolique et un peu burlesque qui peut probablement attirer la sympathie d'un certain public. Nous pensons par ailleurs qu'il est possible de mener des actions directes de résistance qui bloquent et endommagent réellement l'économie, le capitalisme, la pollution, qui soient clairement identifiées en tant que telles pour communiquer aussi un symbole, qui attirent l'attention des grands médias car elles sont efficaces, qui permettent de reconquérir des ressources et du territoire, qui ne laissent aucune chance au système de se rétablir suivant ses propres termes, et qui désignent les coupables de l'écocide et délégitiment le gouvernement. Après avoir assisté aux 5 longues heures d'audience ce 11 septembre, nous constatons que certaines croyances citoyennes, c'est-à-dire des croyances libérales, sont encore tenaces dans notre mouvement. En voici 3. Premièrement, l'État est censé protéger la population. Une première croyance libérale voudrait que l'État, le gouvernement, ait comme rôle la protection de la population. Si c'était le cas, ce serait donc au gouvernement de nous protéger contre le réchauffement climatique. En réalité, on voit bien que non. L'État n'a pas principalement pour but de protéger la population. L'État a pour but de préserver l'ordre établi, l'économie, les dominations de classe, de genre, de race
est de faire respecter les contrats, de garantir la sécurité des marchandises. L'État protège la population si celle-ci constitue une marchandise. Si la marchandise vivante se révolte, il emploie alors la violence contre elle pour la mater. Par ailleurs, l'État est complice de la destruction du vivant. Il n'est pas un frein à l'écocide en cours, il est un outil pour le mener à bien. L'État, ainsi que la civilisation industrielle, est en guerre contre les femmes, les noirs, arabes, étrangers, étrangères, les pauvres, etc. Ce système qui tue le monde ou le transforme en marchandise doit rapidement être démantelé dans son ensemble. La justice est indépendante. Une deuxième croyance libérale voudrait que la justice soit quelque chose séparé de l'État, du gouvernement. Si c'était le cas, on pourrait utiliser un tribunal pour faire trembler le pouvoir étatique. Or, on rappelle que la juge qui s'occupe de l'affaire, tout comme les autres magistrats du siège, a été nommée par décret par le président de la République. L'indépendance de la justice est une fable. On ne libérera pas la planète des États et du capitalisme en mobilisant l'appareil judiciaire qui leur permette de se maintenir en place. Le constat est le même avec l'affaire du siècle, c'est-à-dire attaquer l'État grâce à l'État. Non seulement c'est inefficace pour arrêter la destruction du monde, mais cela renforce l'idée qu'on pourrait utiliser l'État pour régler les problèmes dont il est à l'origine. Cela humanise un État au lieu de le détruire. Les idées sont les actrices du changement social. Une troisième croyance libérale, l'idéalisme, voudrait que les idées soient à la fois les sources de l'oppression et les solutions contre cette oppression. Il faudrait donc éduquer, dialoguer, débattre, faire entendre, etc., pour que les idées, quand elles sont partagées, soient les actrices du changement social. Si c'était le cas, décrocher des portraits du président de la République et la médiatisation qui suit permettrait un éveil des consciences à grande échelle, une épiphanie chez les dirigeants, peut-être des élections palpitantes, et finalement un changement complet de la société vers un modèle écologiquement soutenable. En réalité, peu importe qui est aux commandes d'une machine qui ne peut que détruire le monde, cette personne aux commandes va détruire le monde. Les changements majeurs n'arrivent pas quand on met les bonnes personnes au pouvoir, ou grâce à l'éducation. Les changements de société majeurs arrivent par la force. La société n'est pas organisée autour d'idées, mais repose sur le pouvoir, c'est-à-dire des systèmes concrets d'oppression. Les prises de conscience sont importantes, très importantes. Notre mouvement en a besoin. Mais elles sont nécessaires seulement dans le but de construire un mouvement de résistance qui va mettre à terre les systèmes d'oppression. Nous ne devons pas éduquer les dirigeants, mais nous devons les arrêter. Pour compléter notre critique, nous avons constaté pendant l'audience que la juge, la procureure, les policiers et policières, bref, que l'État, a notamment cherché à déterminer 3 points avant de décider de l'intensité de la répression qui sera infligée. Voici ces points et ceux qu'ils nous révèlent. Le premier point concerne les activistes. À quel point sont-ils organisés ? Est-ce qu'ils et elles ont des structures, des moyens de communication, des plans ingénieux, des véhicules, des subterfuges, une intelligence de terrain, des renseignements tactiques pour enfreindre la loi et mener à bien leurs actions ? On en déduit donc que l'État redoute que la résistance soit organisée, intelligente, qu'elle puisse communiquer, se répartir les tâches, être furtive, bien choisir sa cible et l'atteindre. Si l'État craint l'organisation, alors la résistance se doit d'être organisée. À quel point les activistes sont pacifistes ? Est-ce qu'ils et elles ont réellement respecté les dogmes de la non-violence ? Quelle organisation les forme aux actions non violentes ? Cette organisation est-elle suffisamment sérieuse du point de vue de l'État ? Quelqu'un a-t-il intimidé ou poussé un fonctionnaire d'État pour voler le portrait ? Est-ce que les activistes se sont rendus en coopérant ou bien ont fui ? Et plus grave encore, est-ce que ces mêmes activistes, lorsqu'ils et elles découvriront que le président de la République ignore l'urgence qui les pousse à décrocher, lorsqu'ils et elles se rendront compte que la non-violence seule est inefficace, est-ce que ces activistes passeront à des tactiques plus risquées, feront des dégâts ou la promotion de l'action clandestine ? On en déduit donc que l'État redoute que la résistance sorte de la non-violence dogmatique, qu'elle attaque, qu'elle s'en prenne directement aux infrastructures du malheur et aux propriétés des destructeurs du monde. Si l'État craint que la résistance ne reste pas docile, alors la résistance doit être offensive. Et troisième point, à quel point les activistes sont-ils solidaires ? La presse, les journalistes, sont-ils solidaires de la résistance ou bien restent-ils fidèles à l'ordre des choses ? Les décrocheuses et décrocheurs de portraits sont-ils solidaires des gilets jaunes ou bien acceptent-ils de coopérer avec la police et avec la justice ? Sont-ils du côté de toutes celles et ceux qui désobéissent, des éléments radicaux, ou bien font-ils en dernier ressort allégeance aux lois du capitalisme démocratique ? On en déduit
que l'État redoute que les citoyennistes s'allient à d'autres groupes résistants, comme les Gilets jaunes par exemple, et qu'ils perdent le contrôle sur les organisations de masse libérales. Si l'État veut diviser pour mieux régner, alors les groupes de résistance doivent être solidaires et unis avec les éléments les plus radicaux. Pour conclure, on peut dire que décrocher les portraits d'Emmanuel Macron, c'est bien, démanteler la civilisation industrielle, c'est mieux, c'est donc le capitalisme qu'il faut décrocher. Merci d'avoir écouté ce podcast, partagez, c'est sympa, et à bientôt sur le blog Floraison. Les stagiaires en balade.